Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles internautes, très heureux de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Aujourd'hui, nous allons parler santé avec le docteur Roland Matsuaka. Il est professeur de biostatistique à Dakuna University en Caroline du Nord. Il est aussi membre de la diaspora congolaise des États-Unis. Moi, c'est Christian Perrin. Eh bien, comme vous le savez, voici bientôt 2 ans, le monde a annoncé la nouvelle pandémie de la Covid-19. Aussi vite que les choses sont allées, les vaccins sont désormais sur le marché et dans certains pays, la vaccination contre la Covid-19 est en passe de devenir obligatoire. Est-ce pour autant la vie va bientôt reprendre son cours normal? Voilà ce que nous allons tenter de comprendre avec notre invité qui est le docteur Roland Matsuaka. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur Teler TV et bonjour docteur Roland Matsuaka. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci de m'avoir accueilli ici. En tout cas, merci d'accepter une fois de plus notre invitation. Alors, voici bientôt 2 ans que le monde a annoncé la nouvelle pandémie, la Covid-19. Que peut-on retenir à la date d'aujourd'hui en termes de statistiques d'abord? En termes de statistiques, le vaccin est en train d'être administré. Pour ce qui concerne le taux de participation des gens qui sont vaccinés aux États-Unis, on avoisine les 50%. Je pense que c'est à peu près le même chiffre en France. C'est vrai qu'il y a un petit ralentissement et beaucoup d'hésitation. Dans certains pays, le taux est un peu plus élevé, par exemple en Israël, en Corée du Sud, en Chine et au Vietnam. Bon, il y a certains pays où ils viennent de recevoir le vaccin, tel qu'en Inde, c'est pas ils viennent de commencer, mais ils sont pas très avancés, et évidemment, certains pays d'Afrique. Mais est-ce pour autant il y a un recul sur les décès, les contaminations? Oui, les chiffres qui sont publiés en termes de décès, le nombre a baissé considérablement, bien qu'il y a des variantes qui surgissent ici et là, mais le nombre a considérablement baissé par rapport à l'année dernière. Vous savez déjà qu'à cette période, l'année dernière, il y a ceux qui préparaient déjà leur petit cercueil, ou bien qui pensaient déjà comment on va les enterrer au fond de leur cœur. Mais maintenant, les gens essaient de faire avec. C'est vrai qu'on est toujours prudent, mais l'image est un peu différente. En fait, je pense que c'est la confiance des chiffres qui fait que les gens se sentent un peu plus à l'aise pour sortir. Alors parlons donc de ce vaccin, parce que certains scientifiques nous disent que ce n'est vraiment pas le vaccin classique. Ils parlent d'ailleurs de la thérapie génique. Et Oui, vous le nous vaccin n'est direz pas classique. probablement la différence entre les deux, oui? Oui, le vaccin n'est pas classique, ça c'est vrai. Le vaccin classique, généralement, c'est soit une protéine du virus qu'on prend ou bien le virus qui est inactif qu'on prend pour synthétiser, créer le vaccin et administrer sur les gens. Et cela prend souvent 2 ans, 3 ans, sinon plus, pour venir avec un vaccin efficace et ça prend du temps. Pour le cas de la COVID, en tant que vaccin et pour ce qui concerne la maladie. Et même vous savez déjà que toute l'année 2020, on était en une épidémie qui prenait des proportions différentes. Donc, on a utilisé une autre technique qui est faire le vaccin à partir de l'ARN messager. Et la méthode de l'ARN messager, c'était une méthode expérimentale qui était déjà en train d'être testée, examinée pour beaucoup d'autres maladies telles que le Zika. Et donc, c'est cette technique, en fait, qu'ils ont utilisée, vu la rapidité avec laquelle on peut arriver à un vaccin et le produire. Et donc, c'est cette technique que beaucoup de ces vaccins que nous prenons ont choisi. Maintenant, il y a certains qui ont utilisé la méthode traditionnelle, dont notamment Johnson Johnson, ils ont utilisé la méthode traditionnelle du vaccin, mais les autres sont des vaccins évidemment faits à partir de ARN messager. Et comment ça fonctionne, l'ARN messager? La façon de fonctionner est légèrement aussi différente. Avec le vaccin traditionnel, généralement, quand on vous administre le vaccin, puisque c'est fait à base d'une souche du virus ou bien le virus qui est inactif, ça va activer l'ADN et l'ADN permet la production des protéines et des anticorps qui vont permettre de combattre le virus si jamais le virus pénètre votre corps. Avec le vaccin qui est créé à partir de ARN messager, c'est déjà une protéine qu'on inocule dans le corps et cette protéine, en fait, enseigne ou entraîne le corps à produire d'autres protéines similaires et ces protéines et les anticorps qui vont s'en suivre ont maintenant la capacité de combattre
le virus. Quand le virus vient dans le corps, donc le mode opératoire est légèrement différent, la technique de fabrication est légèrement différente, et aussi ce qui a, je pense, aussi motivé dans ce sens-là, il y avait la nécessité de trouver un vaccin rapidement à cause de la pandémie, mais il y a aussi la capacité de pouvoir le produire, ce vaccin. Mais au-delà de ça, c'est augmenter l'efficacité du vaccin. Et je pense que ce sont les trois impératifs qui ont fait qu'on puisse, pour beaucoup, notamment Pfizer, Moderna, qui puissent aller vers ce type de vaccin. Si j'ai bien compris, on agit sur l'ADN, c'est bien cela. Est-ce qu'on ne modifie pas l'ADN à ce moment-là? Non, on n'agit pas sur Non. l'ADN. L'ARN, c'est comme une copie qui travaille en collaboration avec l'ADN pour pouvoir évidemment synthétiser les protéines. Ça, c'est de façon naturelle. Donc, c'est l'ARN qu'on a utilisé, l'ARN messager. C'est pour ça que ça porte le nom messager, comme si ça portait le message à l'ADN pour pouvoir évidemment stimuler les anticorps et permettre en fait que ces anticorps puissent être assez efficaces pour combattre la maladie. Donc, c'est pas une manipulation génétique ou bien quand vous avez le vaccin, votre ADN change. J'aurais aimé le faire. Peut-être que, comme aux États-Unis, on aime faire les tests ADN pour savoir qui est ton ancêtre. J'aimerais peut-être que le mien soit aussi changé pour savoir, peut-être qu'on va dire que mon ancêtre maintenant vient de Polynésie ou bien vient de l'Amérique latine. Non, c'est pas, ça ne touche pas l'ADN. Et je crois que même pour des raisons pratiques, on a besoin que l'ADN des gens soit intact pour pouvoir évidemment faire beaucoup de choses. Vous savez, par exemple, dans le monde de la criminalité, il y a beaucoup de crimes qui sont résolus à partir de l'ADN. Il y a beaucoup de bandits qu'on attrape en faisant des tests ADN. Si je suis bandit, j'ai fait un crime bizarre, j'aurais même aimé que mon ADN soit modifié pour qu'on ne m'attrape pas. Non, ça ne touche pas l'ADN. Ok, ça ne touche pas à l'ADN. Alors, lorsqu'on se fait vacciner, puisque j'ai dit d'entrée de jeu que dans certains pays, la vaccination est en passe de devenir obligatoire, est-ce que il y a des examens préalables avant la vaccination? Tel que je connais, non. Et malheureusement, ça dépend de ceux qui, je crois, mènent la campagne de vaccination. Quand vous êtes dans un pays développé, souvent vous allez voir votre médecin. Et la plupart du temps, c'est pas seulement quand vous êtes malade. Il y a des bilans de santé qu'on fait. Si vous avez une petite toux, vous avez une petite grippe, il y a une personne qui vous connaît, que vous allez rencontrer très souvent quand vous êtes malade par rapport aux pratiques que nous avons au pays. Je me souviens quand j'étais petit et j'allais avec ma maman, ma grand-mère à l'hôpital. Vous allez quelque part, c'est le médecin qui est là qui vous reçoit. Demain, ça peut être une autre personne. Mais ici, souvent, il y a ce qu'on appelle un médecin traitant. Peut-être que vous ne le payez pas et qu'il soit individuellement à vous, mais la plupart du temps, vous allez à l'hôpital, vous rencontrez la personne. Donc, la personne connaît votre parcours, connaît votre bilan de santé, connaît tout sur vous. Et c'est cette personne qui peut vous indiquer que, bon, par rapport à ce que je connais sur vous, vous pouvez prendre le vaccin, ou bien il faut être prudent. Donc, généralement, c'est votre médecin traitant qui peut vous aider dans ce sens-là. Mais sinon, de façon générale, si vous allez à un centre de vaccination, il n'y a pas un test préalable qu'on doit faire avant de vous administrer le vaccin. Ils estiment simplement que vous êtes en mesure de prendre le vaccin. Vous recevrez le vaccin. Donc, ça, c'est un test préalable que chacun doit faire. Pour ceux qui sont aux États-Unis, en Occident en général, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec votre médecin. Bon, évidemment, chez nous en Afrique, c'est un peu plus compliqué parce que même déjà avoir un médecin qui peut vous écouter parler, c'est déjà un luxe. Donc, s'il faut encore qu'il vous examine et vous donne tout le diagnostic avant de prendre le vaccin, je pense que c'est presque impossible. Et donc, si on doit voir son médecin pour le conseil d'aller se faire vacciner ou non, ou d'être prudent, comme vous l'avez dit, cela veut dire que la vaccination ne devrait normalement pas être obligatoire. C'est donc pas tout le monde qui peut être vacciné. Voilà ce que j'allais dire, en fait. Oui et non. Déjà, le vaccin obligatoire, non. Aux États-Unis, il n'est pas obligatoire. Je crois qu'en France, c'est de là que vient la polémique. Il semble être obligatoire et on existe même qu'il y ait un passeport pour le vaccin. Dans d'autres pays, j'ai vu des manifestations en Irlande où les gens protestaient aussi contre le passeport pour le vaccin parce que le vaccin est aussi presque obligatoire là-bas. Mais aux États-Unis, il est encore facultatif. Ce que je pense plutôt, c'est chacun doit se connaître. Si quelqu'un est maladif, évidemment, vous devez causer avec le médecin. Mais si vous n'avez pas de problème ou vous sentez que physiquement, vous n'avez pas de problème, moi, je ne vois pas la raison d'hésiter parce que je pense aussi qu'il faut être pragmatique. Quand vous hésitez, quelle est l'alternative que vous avez? Parce que si vous dites que je ne vais pas prendre ce vaccin, je pense qu'il ne suffit pas seulement de s'arrêter là. Il faut se dire aussi que je ne vais pas prendre ce vaccin, mais si je suis malade ou j'attrape la COVID, voici ce que je vais faire. Et ce que vous allez faire,
peut-être que votre corps vous permet physiquement de pouvoir faire face à la maladie, être guéri. Mais au-delà de ça, demandez-vous si vous avez assez de moyens pour payer les frais d'hospitalisation. Causez avec votre assurance. Si vous êtes aux États-Unis, la santé coûte très cher. Peut-être qu'en France, je sais que l'État couvre presque tout, mais aux États-Unis, si votre assurance ne couvre pas, même une injection vous coûte très cher. Donc, demandez-vous, parce que moi, je pense que quand on prend certaines décisions, c'est aussi ce qu'il faut faire. Je ne vais pas prendre le vaccin, c'est ma décision personnelle, mais qu'est-ce que je vais faire au cas où je tombe malade? Et je pense que beaucoup d'entre nous ne poussent pas la réflexion jusqu'à ce niveau-là. Et c'est vraiment dramatique parce que quand vient la maladie, on l'a vu ici, beaucoup qui après se disent qu'on ne fait pas comme moi, j'ai été sceptique, maintenant me voici dans le lit de l'hôpital. Évidemment, il faut bien, si je suis, oui, certains disent, voici, je suis dans le lit de l'hôpital, je suis en train de souffrir, ou d'autres disent encore que bon, vraiment, je suis dans le lit de l'hôpital, je sauve, cotiser pour moi parce que je n'arrive pas à payer mes ordonnances. Oui, c'est pas très facile à ce niveau-là. C'est vrai que par solidarité, certains pourront vous aider. Quand ils disent qu'ils sont dans le lit de l'hôpital, ça veut dire que c'est dû à la vaccination, c'est ça? Après cette vaccine, Non. c'est cela? Ceux qui refusent de se vacciner. Maintenant, pour ce qui concerne le vaccin, évidemment, il y a des gens qui sont vaccinés qui attrapent la maladie. Et ça s'explique. Ça s'explique très facilement. Le vaccin, en tout cas pour ce qui concerne Pfizer et Moderna, il y a 2 doses. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir si vous avez attrapé la maladie peut-être 5 jours ou 5 heures ou 15 minutes avant qu'on vous donne le vaccin, vous pensez que parce que vous avez le vaccin, dans les secondes qui vont suivre, ça va combattre la maladie? Non, le vaccin prend un temps. Tous les vaccins, ça prend un temps pour produire assez d'anticorps pour que vous soyez immunisé. Donc, entre l'instant où vous avez attrapé la maladie et vous êtes vacciné, si vous avez le virus en vous, malgré le vaccin, vous allez développer la maladie. Ou bien, si vous avez eu la première dose, et entre la première et la deuxième, vous pouvez aussi attraper la maladie. La raison pour laquelle on donne 2 doses, parce qu'une dose n'est pas assez. Donc, si le virus que vous avez eu est très virulent, l'unique dose que vous avez eu au préalable ne peut pas aider. Ça, c'est des trucs pratiques. Et même après que vous ayez votre vaccin, la deuxième dose, il faut un temps à votre corps pour qu'il soit solide. Et pendant ce temps aussi, si vous attrapez la maladie juste après avoir eu votre deuxième dose, vous allez avoir et si vous avez eu le virus, vous allez avoir la maladie. Donc, moi, je trouve que c'est des problèmes pratiques. Oui, docteur. Est-ce que c'est pour autant dire que même lorsqu'on a le virus, c'est-à-dire quand on a attrapé la maladie, on peut se faire vacciner dans le même temps? Oui, parce que évidemment, surtout pour le vaccin qui est fait à partir du ARN messager, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème puisque c'est pas en fait le virus qu'on vous met dans le corps. Donc, vous pouvez vous vacciner. Mais ce que je voulais souligner simplement que moi, je pense qu'il y a aussi des questions pratiques. Il faut être très pratique. C'est vrai que avec l'accès à l'information et toutes les rumeurs qui courent à gauche, à droite, on se prend de panique. Mais il y a d'autres questions qui sont que des questions de bon sens. Il est dit qu'au minimum, si vous avez le vaccin, les 2 doses, il vous faudra peut-être 2 semaines, sinon plus, pour développer l'immunité nécessaire pour vous protéger du virus. Maintenant, dites-vous, quand on dit 2 semaines, c'est en moyenne. C'est comme on dit, dans tel pays, l'espérance de vie est peut-être de 50 ans. Quand on dit, par exemple, que dans un pays, l'espérance de vie est 50 ans, ça ne veut pas dire que tout le monde va mourir à 50 ans, ou bien tout le monde va mourir. Il y a ceux qui meurent avant, il y a ceux qui meurent après, mais la grande masse va mourir autour de 50 ans. Donc, c'est la même chose. Quand on dit, vous allez avoir l'immunité, une bonne immunité après 2 semaines, évidemment, protégez-vous. Ça ne veut pas dire que dès que je suis vacciné aujourd'hui, demain, je vais aller en boîte, danser, embrasser toutes les filles que je vais trouver au bar. Oui, mais on nous dit, et nous avons suivi des informations là-dessus, où les personnes qui ont déjà attrapé le virus, c'est-à-dire qui ont souffert de la Covid, développent un certain nombre d'anticorps et n'ont pas vraiment besoin de se faire vacciner à l'immédiat. Non, ça c'est une fausse information. Si vous avez eu la maladie, évidemment, vous avez les anticorps. Ça, c'est naturel. C'est un processus qui est naturel. Maintenant, combien de temps va durer cette immunité? Personne ne sait jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on conseille qu'en plus de votre immunité, il faut vous faire vacciner malgré que vous avez eu la maladie. Parce que cette immunité, malheureusement pour le cas de la COVID, ne dure pas longtemps. On estime peut-être à quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous vous faites vacciner, vous augmentez vos chances d'éviter la maladie. Et même quand vous avez le vaccin, ça c'est aussi quelque chose que moi personnellement, je dois vous dire que même quand vous avez le vaccin, on ne connaît pas précisément combien de temps vous serez immunisé contre la maladie.
Ça, aujourd'hui, on ne connaît pas. On est en train de collecter des informations pour pouvoir avoir une information précise là-dessus. Mais tout ce que, si vous allez demander à votre hôpital ou bien si vous avez un médecin qui est franc, il vous dira que si vous avez votre vaccin aujourd'hui, il ne peut pas vous dire que cette immunité va durer 10 ans, par exemple, comme pour le tétanos. Il ne peut pas le dire parce que Oui, mais personne ne non, connaît. je vous ai posé cette question parce que nous avons suivi le président français Emmanuel Macron, à qui on posait la question de savoir pourquoi il se vaccine pas maintenant. Ben, il a dit carrément qu'il a souffert de la Covid et que bon, il pouvait attendre. Il avait donc développé des anticorps et qu'il pouvait attendre encore au moins 6 mois pour se faire vacciner, sinon le conseil de son médecin. Ça, c'est, si sur l'avis de son médecin, évidemment, il doit partir avec l'avis de son médecin. Et moi, je suis une personne ordinaire. Je peux au moins certifier que le genre de traitement que Macron peut recevoir ou le genre de traitement que Trump a reçu ici, je ne suis pas sûr que c'est le genre de traitement qu'on donne à tout le monde. Donc, si lui, il a été traité de la COVID, certainement, en plus de la COVID dont il fallait guérir, on lui a donné peut-être d'autres trucs pour l'aider à rester solide parce que c'est un président de la République. La même façon que ça a été fait avec Trump ici, si vous avez suivi l'actualité aux États-Unis, Trump a été soigné de la COVID et jusque-là, je n'ai vu aucune image où il a été vacciné. Par contre, son vice-président a été vacciné, toutes les autres personnes après dans son cabinet étaient vaccinées. Est-ce que ça veut dire que simplement le traitement ou bien le fait qu'il avait la maladie, c'est pour ça pourquoi on estime qu'il ne pouvait pas se faire vacciner? Ça, je ne le garantis pas. Parce que s'il était vulnérable, on devait l'imposer ou peut-être au moins lui demander conseil fortement de se faire vacciner. Parce qu'en tant que président ou ancien président, il y a des choses qu'il ne peut pas faire par lui-même. De la même façon qu'en tant que président, il ne peut pas sortir, par exemple, au milieu de la nuit pour aller dans son boîte de nuit. Il y a certaines choses, même pour des raisons de sécurité nationale, pour raisons secret défense, le président de la République ne peut pas se permettre certaines choses. Donc, je peux même être sûr que le genre de traitement que Macron a eu parce qu'il avait eu la COVID, c'est pas le genre de traitement que monsieur tout le monde va avoir dans sa maison ou dans son quartier. Alors dis-moi, lorsque on parle évidemment du vaccin, est-ce qu'il y a des contre-indications avec ces vaccins-là, non? Contre-indication, bon, ça paraît un peu bizarre parce que souvent on demande aux gens si vous êtes allergique à ce que on met dans le vaccin, il faut éviter de prendre le vaccin. Je vais prendre un exemple simple. Souvent, nous qui sommes, par exemple, moi qui travaille dans le domaine médical et autour des médecins, chaque année, on nous demande de prendre le vaccin contre la grippe. Et chaque fois que vous allez vous présenter devant la personne qui va vous injecter, elle va vous poser la question de savoir si vous êtes allergique aux œufs. Pourquoi? Parce que pour ce genre de vaccin particulièrement, c'est le virus lui-même qu'on fait grandir, comme on dit, qu'on fait germer, développer dans l'œuf avant de le transformer en vaccin. Donc, si vous êtes allergique à l'œuf, puisque l'œuf entre dans la composition du vaccin, on va vous le dire. Il y a beaucoup de choses comme ça. Et donc, ce sont ces questions un peu minimales qu'on pose aux gens pour savoir s'ils sont allergiques. Maintenant, ceux qui ont des problèmes, comme on dit en anglais, c'est pre-existing conditions. Si vous avez peut-être, vous êtes diabétique, vous avez des problèmes de cœur, problème ceci, problème tel problème. C'est pour ça que je demandais, il faut en parler à votre médecin parce que les médecins aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, ils sont obligés de s'informer, d'avoir toutes les instructions nécessaires pour conseiller leurs malades. Et c'est pour ça que je dis que c'est pour ce genre de personnes, causez avec votre médecin. Mais si vous n'avez pas eu d'antécédents, si vous n'avez pas des allergies, si vous n'avez pas ce genre de problème, moi, je ne vois pas de raison de ne pas se faire vacciner. Docteur, est-ce que vous pouvez nous affirmer que le vaccin, ou sinon les vaccins qui sont actuellement sur le marché, protègent contre le virus? C'est-à-dire, lorsque vous vous êtes fait vacciner, vous ne pouvez plus attraper le virus, tout comme vous ne pouvez plus transmettre le virus. Oui. Pour l'instant, il y a 3 vaccins qui sont administrés aux États-Unis et presque dans le monde. Le 4e, c'est AstraZeneca. Pour Pfizer et Moderna, le taux d'efficacité, c'est 95%. Pfizer, je crois, c'est autour de 88-89%. AstraZeneca, je ne connais pas exactement les chiffres, mais ça doit être dans le même ordre. 95% d'efficacité du vaccin veut dire quoi? Ça veut dire que 5% des gens, même quand ils auront le vaccin, peuvent tomber malades. Et ça arrive avec tous les vaccins. Si vous rappelez très bien nos dames qui vont faire les mammogrammes, par exemple pour le cancer du sein, vous pouvez faire votre mammogramme et le résultat peut être négatif alors que vous avez le cancer du sein. Ou le résultat peut dire que vous n'avez aucun problème
le résultat peut dire que vous avez un problème alors que vous n'avez pas un problème. C'est ce qu'on appelle des erreurs médicales. Mais en grande majorité, ils seront en mesure de vous dire si vous avez un problème. Donc, le vaccin protège à 95%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 20 personnes qui vont se protéger, un est susceptible d'attraper le virus malgré qu'il est vacciné et de développer la maladie. Et c'est comme ça la médecine. La médecine n'est pas Dieu. La médecine, ça marche avec des pourcentages, ça marche avec des probabilités. La probabilité est très forte que vous ne soyez pas malade, mais ça ne veut pas dire que vous ne tomberez jamais malade. Et personne ne peut faire cette prédiction. Hein. N'importe qui, que ce soit un médecin. C'est ce qui explique que certaines personnes, une fois vaccinées, parfois décèdent parce que en ce 23 d'ailleurs juillet 2021, je suivais sur une chaîne INCA qui en fait passait l'information comme quoi il y a eu 28 décès, des gens qui, après s'être vaccinés, sont décédés, et dans le lot, puisqu'on parlait en termes de près de 3000 vaccinés, il y a aussi 200 qui sont mal en point après avoir pris le vaccin. Qu'est-ce qui explique cela? Ça explique les 5% dont je parlais, et aussi ceux qui ont qui ont eu des antécédents médicaux avant et qui ont eu ce problème-là. Mais ça ne contredit pas ne dénie l'efficacité du vaccin. C'est simplement des choses qu'il faudra étudier après pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes-là n'ont pas survécu, les 28 personnes dont vous avez parlé, et quelles sont les raisons pour que les autres soient tombés malades. Et si c'est ça peut être soit le vaccin qui est la cause, ça peut être aussi les personnes elles-mêmes, ou ça peut être les conditions de conservation du vaccin. Évidemment, il faudra mener les enquêtes pour savoir, mais on ne peut pas dire d'emblée que parce qu'il y a eu ces problèmes-là, que le vaccin n'est pas efficace. Parce que nous devons aussi voir l'autre côté des choses. C'est très facile de dire, voici le nombre de personnes combien de personnes sont décédées. Mais combien de personnes ont reçu le vaccin dans cette période de temps, ou dans ce mois, ou bien au cours des 2 derniers mois, et qui sont bien portants? Je ne suis pas sûr que ce nombre est inférieur aux 28 membres, aux 28 qui sont décédés. C'est un grand nombre de personnes. Et si on a utilisé la même technique, parce que je vois souvent les gens présenter des chiffres, si on utilisait la même technique par rapport à ceux qui jouent à la loterie et qui échouent, je ne suis pas sûr qu'on jouerait la loterie. Parce que la loterie, c'est environ 1% ou bien moins d'1% des gens qui gagnent. Et si chaque jour, dans tous les pays, tous les soirs à la télé, on publiait les chiffres ou on lisait les noms des gens qui ont joué à la loterie, qui ont échoué, je ne suis même pas sûr que les compagnies de loterie pouvaient gagner. Là-bas, on se contente du peu de gagnants qu'ils ont et font du bruit autour. Et malheureusement, pour les vaccins, à cause du bruit qu'il y a autour, on se focalise sur le nombre de personnes peut-être qui tombent malades, sur le nombre de personnes qui sont décédées. On oublie même combien de vies sont sauvées. Combien de vies sont sauvées, combien de personnes retrouvent la santé, combien de gens peut-être ne tomberont jamais malades parce qu'ils se sont fait vacciner. Moi, je trouve que c'est un mauvais calcul s'il faut présenter les choses dans ce sens-là. Mais je pense que ici nous sommes, ici nous sommes dans un cas tout à fait spécifique. C'est des gens qui avaient la vie et qui finalement ont cru en la vaccination et qui se sont fait vacciner, mais voilà qu'ils trépassent. Je crois que c'est un cas tout à fait particulier. On va pas quand même comparer avec les loteries ou les cas de suicide, ainsi de suite. C'est quand même des personnes qui étaient encore vivantes jusqu'au jour où elles ont décidé de se faire vacciner. Oui, ce sont des personnes qui étaient vivantes, des personnes qui comptaient sur la médecine, qui aspiraient à la médecine, qui avaient confiance en la médecine, qui sont allés se faire vacciner. D'emblée, je veux présenter toutes mes condoléances aux familles des victimes et le pays qui est touché, les countries qui sont touchés. Mais n'empêche que du point de vue scientifique, du point de vue purement médical, il faut examiner le problème dans sa globalité. Est-ce que, parce qu'il y a eu 28 pertes en vies humaines, qu'on va arrêter le vaccin? On peut questionner le vaccin et il faudra le questionner, il faudra mener des études, il faudra mener des enquêtes, il faudra savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ces personnes-là sont mortes et faire des corrections. Mais je ne pense pas que ça soit la raison la plus essentielle pour arrêter le vaccin. Sinon, on va faire la médecine avec les émotions. Or, vous savez que les émotions n'aident pas trop en médecine. Évidemment, c'est dans le cadre, bien sûr, des enquêtes qu'une spécialiste, d'ailleurs, a fait savoir qu'il était question de mener, en fait, des enquêtes pour savoir si ces personnes n'avaient pas des antécédents de santé. Et ma question de savoir pourquoi ne fait-on pas d'abord ces examens préalablement
à la vaccination. Et on attend d'abord que, une fois vaccinées, les personnes décédées, et ça, on en entend tous les jours, surtout dans les médias, quand quelqu'un décède après avoir pris le vaccin contre la Covid, Oui, oui. on balance, on met en première ligne les antécédents de santé, on commence à se questionner, est-ce qu'il n'était pas malade, est-ce qu'il avait une... Pourquoi on ne le fait pas en amont? Non, quand on parle des antécédents de santé, on parle de maladies, on parle même de l'âge, on parle d'un certain nombre de choses. Ça, c'est des spéculations que les gens font en attendant les enquêtes. Ce qu'on aurait et ce qu'on veut voir après qu'ils aient mené les enquêtes, quelles sont les conclusions. Mais sinon, si vous invitez un médecin, vous invitez un épidémiologiste, vous invitez n'importe qui pour dire que voici aujourd'hui, il y a tant de gens qui sont morts, dites-nous si le vaccin n'est pas efficace ou pas. Ils vont vous dire que non, le vaccin est efficace, mais certainement ces morts sont dues à ça, en attendant les enquêtes. Et quand les enquêtes seront menées, on sera informé. Moi, je pense que maintenant, on est à un âge où l'information circule. Il nous faudra chercher l'information. Et aussi, même ceux qui sont à la charge des vies humaines, être dans la clarté, dans la transparence. Ce qui est sûr, le vaccin marche, mais on ne peut pas garantir 100% d'efficacité pour un vaccin. Ça n'existe nulle part au monde. Les vaccins que nous avions eus quand nous étions petits, ça fonctionnait de la même façon. Polio, tous les vaccins que nous avions eus, contre les varicelles, contre la rougeole, tous ces vaccins-là, il y a un taux d'efficacité et ce n'est jamais 100%. Le seul problème, en fait, je crois, à mon avis, je crois que parce que c'est la COVID, les gens sont perplexes parce que ça touche beaucoup plus les pays européens. Parce que quand il y a des problèmes dans les pays africains, je n'ai pas vu mes frères africains s'alarmer quand il y avait Ebola, par exemple. Quand il y a eu Ebola en Afrique de l'Ouest, jusque-là, je ne suis pas sûr qu'il y a un vaccin ou un traitement efficace contre Ebola. Mais les gens en Afrique ne se sont pas montés sur les réseaux sociaux pour dire quand est-ce que ça va nous arriver. On a fonctionné normalement. Et on en a toujours l'impression que quand les pays européens tous, nous en Afrique, c'est nous qui attrapons la maladie, c'est nous qui attrapons tous les problèmes et on s'enroule, alors que c'est un problème qui concerne tout le monde. Il faut simplement garder sa lucidité et essayer de réfléchir et de se renseigner. Alors, docteur, on parle, c'est vrai, des vaccins, mais aujourd'hui, on parle des variants. C'est vrai on en avait déjà parlé des variants, je sais pas, anglais, français. Et depuis un certain temps, il y a un variant sud-africain, Delta. Qu'est-ce qui explique finalement l'apparition de ces variants? Moi, je dirais simplement que c'est le virus qui subit des mutations. Et les mutations sont naturelles. Peut-être que nous, malheureusement, en tant qu'humains, on ne subit pas de mutations. Mais les mutations sont naturelles pour certaines espèces, pour certains types de bactéries. Et donc, évidemment, j'ai évoqué le virus de la grippe. Le virus de la grippe est tellement mutant que chaque année, on doit se faire vacciner de la grippe. Chaque année, depuis que je suis aux États-Unis, depuis que je travaille dans le domaine médical, je suis dans un département de biostatistique qui est affilié à une école de médecine. Je suis obligé de me faire vacciner chaque année de la grippe. Alors oui, mais docteur, est-ce que cela veut dire que on va devoir aussi se vacciner toutes les fois contre les nouveaux variants qui vont apparaître non, la Covid? J'espère que non. J'espère que non, mais c'est pas exclu. Mais pour le cas de la Covid, jusque-là, on ne nous a pas demandé de se faire vacciner chaque fois. Je sais qu'il y a 2 semaines, il y a eu une polémique comme ça entre le gouvernement américain et Pfizer, parce que Pfizer proposait déjà, du fait qu'il y avait la variante Delta, de donner une 3e dose et le gouvernement a rejeté. Ça devient un problème de politique, un problème de gros sous. Mais j'espère qu'on ne va pas se faire vacciner indéfiniment, sinon ça sera difficile pour beaucoup d'entre nous. Mais s'il faut revenir au cas de la grippe... Oui, docteur, oui. Mais est-ce que ça veut dire que les vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui peuvent garantir une immunité aux vaccinés contre les nouveaux variants qui viendront? Personne ne garantit cela. Et personne même, et je ne dis pas aussi que on ne va pas se faire vacciner tout le temps si on estime que ces variants-là créent des problèmes. Moi, ce que j'espère, parce que je me suis fait vacciner, je n'aurais pas à me faire vacciner. Mais si demain, on me dit que cela ne suffit pas, il faut que tu te vaccines chaque année, je vais le faire. Tant que je peux rester en vie. Moi je suis un peu pragmatique et réaliste. Je me pose toujours la question de savoir
si je refuse de me vacciner, quelles sont mes alternatives? Parce que je ne peux pas dire que je me refuse de me vacciner, Dieu va me protéger, Dieu est très fort, Dieu est tout puissant et je vais rester en bonne santé. Ça, c'est ma volonté personnelle parce que nous savons même en tant que croyants, pour ceux qui sont croyants, Dieu a donné la médecine à l'homme pour qu'il ne soit pas là à faire tout le travail. Comme on dit chez nous au village, il y a des choses que Dieu peut faire, il y a des choses que toi tu peux faire. Et ce que Dieu t'a donné la possibilité, la capacité de faire, Dieu ne va pas faire à ta place. Donc, si Dieu a inspiré les médecins que je sois vacciné, je vais me vacciner. S'ils estiment que Roland, pour que tu restes en vie jusqu'à peut-être 40 ans ou 50 ans plus tard, tu dois te vacciner chaque année. Moi, je me vaccinerai chaque année, mais mon souhait est que, comme je me suis vacciné déjà de la COVID, on va s'arrêter là. Mais je ne peux rien garantir. Alors, docteur, toujours dans le cas de la vaccination, est-ce qu'on peut prendre deux produits différents pour la vaccination? C'est-à-dire, on se vaccine, par exemple, première dose avec un autre produit, deuxième dose avec un produit différent, par exemple, de vaccination. Je prends le cas de Pfizer, ou Oui, bien, je vois, Pfizer et peut-être premièrement, Moderna. Pfizer et puis Moderna, par Je exemple. ne Est-ce sais qu'on peut pas, associer cela? théoriquement, peut-être, oui, mais je ne vois pas l'intérêt. Parce que est-ce que c'est parce que les deux ont le même taux d'efficacité. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Peut-être la disponibilité, ça, je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Mais sinon, si c'est juste pour jongler, pour pouvoir tirer le maximum du profit, moi, je trouve que c'est pas la peine. Mais maintenant, si vous êtes désespéré et qu'il n'y a que les deux versions qui sont entre vos mains, je dirais peut-être qu'à défaut du mieux, aller avec ça. Mais je ne conseillerais pas les gens de faire ce jonglage-là en espérant être plus fort ou plus immunisé que les autres. Je ne crois pas que ça va aider. En fait, c'est surtout au niveau de l'impact de ces produits dans le corps, si on les mélange, par exemple, que je voulais savoir. Alors, je pose la question simplement parce que, à un moment donné, nous avons suivi une polémique sur le vaccin Covishield. Je crois que vous avez suivi cela. Oui. Au départ, validé, encouragé par l'Union européenne, mais bien après, l'Union européenne a rejeté, a nié en fait ce vaccin. Alors, il se trouve que ce vaccin a été envoyé en masse en Afrique et les gens se sont vaccinés. Mais il va arriver, sinon maintenant là, qu'on est en train d'imposer le pass sanitaire et dans le pass sanitaire, on ne reconnaît pas le Covishield. Que doivent faire ceux qui ont déjà pris les premières doses, sinon 2 doses de Covishield et qui voudront par exemple se rendre en Occident? Est-ce qu'ils doivent aller encore se faire vacciner avec un autre produit ou comment ça peut se passer? Du point de vue médical, je ne pense pas qu'ils doivent se faire vacciner. Si le vaccin est contesté, le corps médical doit nous dire pourquoi et on doit connaître les raisons. Si l'Afrique insiste ou persiste de continuer à utiliser ce vaccin, on doit connaître les raisons. Du point de vue pratique, parce que nous savons, moi, je me souviens à l'époque quand j'allais demander le visa à l'ambassade de France, à l'ambassade de Belgique, l'ambassade des États-Unis, ça peut vous prendre 1 ou 2 semaines juste pour aller vous aligner, espérant qu'on vous accorde l'audience. Et après, quand on vous a accordé l'audience, vous ne savez pas si vous êtes sûr même d'avoir le visa. Donc, si vous voulez voyager et que ils sont obligés, eux vous exigent cela, je suis presque certain ou je suis dans l'obligation de vous dire que faites-vous vacciner. Mais sinon, si c'est de façon pratique, ce sont peut-être nos gouvernants qui doivent contester ces mesures-là et discuter avec leurs homologues des autres pays. Parce qu'évidemment, si on vous interdit de voyager officiellement parce que vous n'avez pas tel vaccin, parce que vous avez pris un vaccin qui n'est pas accepté, c'est très difficile. Nous, on a eu le même cas ici, et je ne suis même pas sûr que les frontières sont ouvertes, mais pendant très longtemps, nous, on ne pouvait pas aller au Canada. Le Canada a fermé la porte contre toutes ses frontières avec les États-Unis. On ne pouvait pas aller au Canada, on a respecté cela. Je ne sais pas s'ils vont ouvrir, je ne sais pas s'ils viennent d'ouvrir, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir ça, je n'ai pas les dernières informations. Mais ça, ce sont des décisions politiques. Et ce n'est pas moi, en tant que quelqu'un qui vit aux États-Unis, qui va aller me chamailler avec ceux qui gardent la frontière. Ça, ce sont des décisions politiques. C'est à nos décideurs politiques de le faire. Mais de façon pratique, si quelqu'un veut voyager, comme je le dis, si ça ne dérange pas, prenez une dose de trop et prenez votre avion. Moi, je ne suis pas le genre d'activiste qui dit que s'ils ne changent pas leur loi, je ne bouge pas, alors que vous avez votre vie à vivre et vous avez vos choses à faire. Faites-le en attendant d'écrire à vos représentants, d'écrire à vos députés, d'écrire à ceux à qui vous pouvez écrire qui ont la voix et qui peuvent aller plaider votre cause. Mais
je ne crois pas que ça aide si vous protestez, vous dites que je ne vais plus voyager. Alors, parlons de la vaccination contre la Covid en Afrique. Oui. Nous savons que les scientifiques avaient prédit l'hécatombe pour l'Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, le constat est tel que on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Et l'Afrique, je peux bien me tromper, mais je crois que c'est le continent, à la rigueur, à l'heure où nous parlons, le moins touché. Est-ce que une vaccination obligatoire est nécessaire pour les Africains? Oui et non. Oui, au cas où ces Africains-là vont aller dans les pays européens ou ailleurs, c'est sûr qu'on va leur demander de se vacciner pour venir dans ces pays-là. Vous avez déjà mentionné ça dans votre question précédente. Et non, si vous vous souvenez, la dernière fois, on avait parlé de ça ici. Je disais qu'à cause du taux de mortalité qui est très faible en Afrique, à cause des moyens limités, je trouverais que ça serait gaspiller de l'argent si on doit injecter encore beaucoup de sous pour s'acheter les vaccins contre la COVID. Maintenant, comment les États font pour avoir le vaccin? Si c'est gratuit, peut-être que là encore, on ne peut pas discuter, mais si c'est pas gratuit, ça va être un coût. Mais compte tenu du taux de mortalité, s'il faut dépenser de l'argent, moi, je dirais que les priorités sont ailleurs. Et simplement veiller à ce que les gens puissent respecter les barrières, mesures, se laver les mains et toutes les mesures que l'on connaît. Donc, de toutes les images et de toutes les vidéos et connaissant le contexte de comment on vit en Afrique, moi, je dirais que ça c'est un miracle que l'on soit en vie. Si la COVID devait sévir comme elle a sévi dans le reste du monde. Continuons de faire ce qu'on fait. Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire en Afrique qui nous garde en vie, mais continuons de faire cela et en plus de cela, respecter les barrières et mesures. Et si les gouvernants peuvent avoir des vaccins, soit gratuitement ou à vil prix, je trouve que c'est le devoir de chaque gouvernement de protéger ses populations et on ne pourra que se faire vacciner. La seule chose qui m'inquiète, et ça peut-être que c'est quelque chose qu'il faut parler, c'est la seule chose qui m'inquiète, c'est les conditions de conservation de ces vaccins. Est-ce que tous les moyens sont mis en jeu pour assurer une bonne conservation? Je ne sais pas, parce que même ici aux États-Unis, ce problème-là s'était posé à plusieurs endroits. Je me souviens, il y a plusieurs centres, par exemple, quand ils ont sorti trop de vaccins, qu'il n'y a pas eu de gens qui sont venus prendre le vaccin, à la fin de la soirée, jeter les vaccins à la poubelle. Bon, maintenant, est-ce que c'est un luxe qu'on peut s'offrir en Afrique? Je ne sais pas. Simplement demander que les conditions de conservation soient bien respectées. Comme pour tous les médicaments, si vous avez un médicament, quelle que soit son efficacité, si c'est mal conservé, ça peut avoir des effets néfastes et des effets contraires de ce qu'on espérait. Évidemment, je lisais, il y a un post d'un docteur, le docteur Dieudonné Goma, qui est aussi médecin en Afrique du Sud, qui se posait la question, est-ce que le Congo avait les possibilités, les structures de conservation de ces vaccins? Mais la vraie question qu'elle s'est donc posée après, c'est de se dire, est-ce que les vaccins reçus en don, parce que dans la plupart des cas, c'est des dons qu'on offre aux Africains, que le Congo aussi a reçus, ne sont-ils pas arrivés à expiration? Combien de temps peut durer, par exemple, un vaccin lorsque vous l'avez reçu? En combien de temps il faut l'utiliser? Quand ils sont sortis du laboratoire? Quand ils sont sortis du laboratoire, je crois que ça peut faire 1 ou 2 années, si c'est bien conservé. Maintenant, qu'est-ce que vous entendez par bien conservé? Oui, c'est à ça que je voulais en venir, parce que le vaccin, c'est pas comme un fruit ou une banane qu'on vous a donné, que vous pouvez poser sur la table et revenir manger quand c'est mûr. Il y a des conditions idéales de conservation. Pour ce qui concerne la COVID, les vaccins demandaient de très basses températures. Et ici, dans l'ordre de combien? Je crois que c'est autour de moins 10, moins 15 degrés Celsius. Maintenant, celui de Johnson & Johnson, on pouvait garder dans un réfrigérateur ordinaire. Parce que comme je l'avais dit au départ, ça c'était un vaccin qui a été développé selon la méthode traditionnelle. Maintenant, au-delà de ça, même si c'est aux températures des réfrigérateurs, est-ce que pour le cas particulier du Congo, en dehors de Brazzaville et Pointe-Noire, est-ce qu'on peut garantir que tous les centres hospitaliers ont les réfrigérateurs qu'il faut? Est-ce qu'ils ont l'électricité qu'il faut? Est-ce qu'ils ont le personnel qu'il faut? Est-ce qu'ils ont l'encadrement qu'il faut? Est-ce qu'ils ont l'environnement et les outils qu'il faut? Et le personnel qui va prendre soin de ce vaccin? Ça, c'est une grande question. Et ça n'a rien à voir avec la COVID. Ça, c'est simplement notre système médical qui n'est pas à la hauteur. Que ce soit même pour le palu.
va même très loin avec la COVID, que ce soit même pour le palu, notre système médical n'est pas à la hauteur. Que ce soit pour une opération chirurgicale, notre système de santé n'est pas à la hauteur. Que ce soit pour quel que ce soit. Ce que je dis souvent, et je cause souvent avec nos compatriotes, je dis la meilleure prière qu'on puisse faire, c'est demander que Dieu nous garde en bonne santé. Parce que quand on tombe malade au pays, on ne peut même pas savoir, même une grippe peut faire que vous ressortez de là dans un cercueil. Pas parce que la grippe personne ne connaît comment sonner la grippe, mais parce que les conditions de santé, les conditions sanitaires, les structures de santé ne fonctionnent plus comme avant, comme quand on était petit. À l'époque, on disait déjà que c'était pas assez, mais l'époque où nous étions petits était mieux que ce que nous avons aujourd'hui. C'est un miracle, mais c'est comme ça, le Congo va reculant. Et donc ça, c'est un problème purement au Congo, ça n'a rien à voir avec la COVID. Voilà qui justifie d'ailleurs les évacuations sanitaires. Alors, nous Voilà. allons probablement terminer par cette dernière question, mais à côté de la vaccination, hein, des vaccins, on en a parlé, est-ce qu'il n'y a pas encore des traitements thérapeutiques contre la COVID-19? Oh, il y a des traitements. Il y a des traitements. D'abord, commençons par les présidents. Trump a été guéri. Il est sorti de l'hôpital. Et je crois même dès le jour. Non, même quand il était à l'hôpital, il a fait un tour en voiture pour dire à ses partisans qu'il allait mieux. Et quand il est sorti à l'hôpital, il allait se parader. Macron était malade, vous me l'avez appris. Il est sorti de l'hôpital. Il y a des traitements. Et il y a des traitements aussi parce que, évidemment, c'est pas tous ceux qui vont à l'hôpital avec la COVID qui en meurent. Il y a des traitements qui marchent bien. Ça prend peut-être du temps. Euh, on a déjà, même au fur et à mesure, depuis l'année dernière, il y a certaines procédures qui ont été modifiées. C'est pour ça, quand quelqu'un a la COVID, on ne lui met pas le ventilateur aussitôt, alors qu'avant, c'était, on devait mettre l'oxygène, on devait faire ceci. Les techniques même avaient changé, la compréhension de comment guérir les malades a changé. Et donc, les soins s'améliorent, il y a des traitements qu'on donne pour prendre soin des malades de la COVID. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui passent à l'hôpital ne meurent pas? Non, il y a toujours des morts, mais on soigne mieux aujourd'hui qu'on soignait il y a un an de cela. Donc, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Maintenant, peut-être que vous allez me poser la question de savoir et pourquoi ne pas attendre qu'on soit malade au lieu de se faire vacciner. Pourquoi pas éviter le vaccin, attendre seulement si on est malade, on va à l'hôpital. Moi, je dis que ça, c'est jouer à la loterie. Bien voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci docteur Roland Matsuaka. Je rappelle que vous êtes professeur de biostatistique à Duke University en Caroline du Nord et vous êtes également membre de la diaspora congolaise des États-Unis. En tout cas, merci d'avoir disposé de ce temps pour informer nos téléspectateurs. À vous, chers internautes. En tout cas, j'ai été le plus heureux de vous avoir compté une fois de plus parmi nous. Restez donc branchés sur votre canal d'information TELAR TV. On se retrouve très prochainement. Merci.